Alors c'est intéressant parce que finalement, on peut se demander en fait dans une espèce de allez, dans une psychologie de comptoir, on va dire que, le frère est soudain devenu complètement jaloux de son frère, et est très en colère parce qu'il a cru qu'il a couché avec sa femme. Bah, peut-être s'est souvenu de son oncle aussi, comme quoi, c'était un homme, faux, mauvais, et cetera et il s'est peut-être dit: «Bah, le frère de mon père, il était comme ça, peut-être que mon frère, c'est comme ça». Moi, ce que je vous propose, et ben, c'est qu'on va passer en tout cas à la barbe bleue. Ça sera le sang, le fil conducteur entre les 2. C'est-à-dire que dans l'un, en fait, on coupe des têtes, mais on les ressoude, pas de souci. Ce côté absolument fantastique de cette histoire des 2 frères, moi je trouve ça incroyable. Hop, attention mon chat. Ah, attends, hop, je vais prendre, hop, les contes de ma mère Loi. Hop là. Touic. Petit changement. Changement de, on va dire de décor. Alors, du coup, bien, après les 2 frères, après cette, histoire extraordinaire dont je laisserai à chacun, eh bien, le loisir d'analyser, de réécouter ou de relire éventuellement, on va passer à la barbe bleue. La barbe bleue. Il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la ville et à la campagne, de la vaisselle d'or et d'argent, des meubles en broderie et des carrosses tout dorés. Mais par malheur, cet homme avait la barbe bleue. Cela le rendait si laid et si terrible qu'il n'était ni femme ni fille qui ne s'enfuit de devant lui. Une de ses voisines, dame de qualité, avait 2 filles parfaitement belles. Il lui en demanda une en mariage et lui laissa le choix de celle qu'elle voudrait lui donner. Elle n'en voulait point toutes 2 et se le renvoyait l'une à l'autre, ne pouvant se résoudre à prendre un homme qui eût la barbe bleue. Ce qui les dégoûtait encore, c'est qu'il avait déjà épousé plusieurs femmes et qu'on ne savait ce que ces femmes étaient devenues. La barbe bleue, pour faire connaissance, les mena avec leur mère et 3 ou 4 de leurs meilleurs amis et quelques jeunes gens du voisinage à une de ces maisons de campagne où on demeura 8 jours entiers. Ce n'était que promenades, que parties de chasse et de pêche, que danses et festins, que collations. On ne dormait point et on passait toute la nuit à se faire des malices les uns aux autres. Enfin, tout alla si bien que la cadette commença à trouver que le maître du logis n'avait plus la barbe si bleue et que c'était un fort honnête homme. Dès qu'on fut de retour à la ville, le mariage se conclut. Au bout d'un mois, la barbe bleue dit à sa femme qu'il était obligé de faire un voyage en province de 6 semaines au moins, pour une affaire de conséquence, qu'il la priait de se bien divertir pendant son absence, qu'elle fit venir ses bonnes amies, qu'elle les mena à la campagne si elle voulait, que partout elle fit bonne chère. Voilà, lui dit-il, les clés des 2 grands garde-meubles. Voilà celle de la vaisselle d'or et d'argent, qui ne sert pas tous les jours. Voilà celle de mes coffres forts, où est mon or et mon argent. Celle des cassettes, où sont mes pierreries. Et voilà le passe-partout de tous les appartements. Pour cette petite clé-ci, c'est la clé du cabinet, au bout de la grande galerie de l'appartement bas. Ouvrez tout, allez partout, mais pour ce petit cabinet, je vous défends d'y entrer. Et je vous le défends de telle sorte que s'il vous arrive de l'ouvrir, il n'y a rien que vous ne deviez attendre de ma colère. Elle promit d'observer exactement tout ce qui lui venait d'être ordonné. Et lui, après l'avoir embrassé, il monte dans son carrosse et part pour son voyage. Les voisines et les bonnes amies n'attendirent pas qu'on les envoyait quérir pour aller chez la jeune mariée, tant elles avaient d'impatience de voir toutes les richesses de sa maison, n'ayant osé y venir pendant que le mari y était, à cause de sa barbe bleue qui leur faisait peur. La voilà aussitôt à parcourir les chambres, les cabinets, les garde-robes, toutes plus belles et plus riches les unes que les autres. Elles montèrent ensuite au garde-meubles où elles ne pouvaient assez admirer le nombre et la beauté des tapisseries, des lits, des sofas, des cabinets, des guéridons, des tables et des miroirs, où l'on se voyait depuis les pieds jusqu'à la tête,
et dont les bordures, les unes de glace, les autres d'argent et de vermeil doré, étaient les plus belles et les plus magnifiques qu'on eût jamais vues. Elle ne cessait d'exagérer et d'envier le bonheur de leur amie, qui cependant ne se divertissait point à voir toutes ces richesses, à cause de l'impatience qu'elle avait d'aller ouvrir le cabinet de l'appartement bas. Elle fut si pressée de sa curiosité que, sans considérer qu'il était malhonnête de quitter sa compagnie, elle y descendit par un petit escalier dérobé, et avec tant de précipitation qu'elle pensa se rompre le cou 2 ou 3 fois. Étant arrivée à la porte du cabinet, elle s'y arrêta quelque temps, songeant à la défense que son mari lui avait faite, et considérant qu'il pourrait lui arriver malheur d'avoir été désobéissante. Mais la tentation était si forte qu'elle ne put la surmonter. Elle prit donc la petite clé et ouvrit en tremblant la porte du cabinet. D'abord, elle ne vit rien parce que les fenêtres étaient fermées. Après quelques moments, elle commença à voir que le plancher était tout couvert de sang caillé et que dans ce sang se miraient les corps de plusieurs femmes mortes et attachées le long des murs. C'étaient toutes les femmes que la Barbe-Bleue avait épousées et qu'il avait égorgées l'une après l'autre. Elle pensa mourir de peur, et la clé du cabinet qu'elle venait de retirer de la serrure lui tomba de la main. Après avoir un peu repris ses esprits, elle ramassa la clé, referma la porte et monta à sa chambre pour se remettre un peu. Mais elle n'en pouvait venir à bout, tant elle était émue. Ayant remarqué que la clé du cabinet était tachée de sang, elle l'essuya 2 ou 3 fois, mais le sang ne s'en allait point. Elle eut beau la laver, et même la frotter avec du sablon et avec du grès, il y demeura toujours du sang, car la clé était faite, et il n'y avait pas moyen de la nettoyer tout à fait. Quand on ôtait le sang d'un côté, il revenait de l'autre. La Barbe-Bleue revint de son voyage dès le soir même, et dit qu'il avait reçu des lettres dans le chemin qui lui avaient appris que l'affaire pour laquelle il était parti venait d'être terminée à son avantage. Sa femme fit tout ce qu'elle put pour lui témoigner qu'elle était ravie de son prompt retour. Le lendemain, il lui redemanda les clés, et elle les lui donna, mais d'une main si tremblante qu'il devina sans peine tout ce qui s'était passé. « D'où vient, lui dit-il, que la clé du cabinet n'est point avec les autres ? » Et il faut, dit-elle, que je l'ai laissée là-haut sur ma table ? Ne manquez pas, dit la Barbe-Bleue, de me la donner tantôt. Après plusieurs remises, il fallut apporter la clé. La Barbe-Bleue, l'ayant considérée, dit à sa femme : « Pourquoi y a-t-il du sang sur cette clé ? » Je n'en sais rien, répondit la pauvre femme, plus pâle que la mort. Vous n'en savez rien, reprit la Barbe-Bleue, je le sais bien, moi. Vous avez voulu entrer dans le cabinet. Eh bien, madame, vous y entrerez et irez prendre votre place auprès des dames que vous y avez vues. Elle se jeta aux pieds de son mari en pleurant et en lui demandant pardon, avec toutes les marques d'un vrai repentir de n'avoir pas été obéissante. Elle aurait attendri un rocher, belle et affligée comme elle était. Mais la Barbe-Bleue avait le cœur plus dur qu'un rocher. « Il faut mourir, madame, lui dit-il, et tout à l'heure. »« Puisqu'il faut mourir, répondit-elle, en le regardant les yeux baignés de larmes, donnez-moi un peu de temps pour prier Dieu. »« Je vous donne un demi-quart d'heure, reprit la Barbe-Bleue, mais pas un moment davantage. » Lorsqu'elle fut seule, elle appela sa sœur et lui dit : « Ma sœur Anne, car elle s'appelait ainsi, monte, je te prie, sur le haut de la tour pour voir si mes frères ne viennent point. Ils m'ont promis qu'ils me viendraient voir aujourd'hui, et si tu les vois, fais leur signe de se hâter. » La sœur Anne monta sur le haut de la tour, et la pauvre affligée lui criait de temps en temps : « Anne, ma sœur, Anne, ne vois-tu rien venir ?» Et la sœur Anne lui répondait : « Je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. » Cependant, la Barbe-Bleue, tenant un grand coutelas à sa main, criait de toute sa force à sa femme : « Descends vite, ou je monterai là-haut. »« Encore un moment, s'il vous plaît, lui répondait sa femme. Et aussitôt elle criait tout bas :
Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Et la sœur Anne répondait: Je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. Descends donc vite, descends donc vite, criait la Barbe Bleue, ou je monterai là-haut. Je m'en vais, répondit sa femme. Et puis elle criait: Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Je vois, répondit la sœur Anne, une grosse poussière qui vient de ce côté-ci. Sont-ce mes frères? Hélas, non, ma sœur, c'est un troupeau de moutons. Ne veux-tu pas descendre? Criait la Barbe Bleue. Encore un moment, répondait sa femme. Et puis elle criait: Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Je vois, répondit-elle, deux cavaliers qui viennent de ce côté-ci, mais ils sont bien loin encore. Dieu soit loué, s'écria-t-elle un moment après. Ce sont mes frères, je leur fais signe tant que je puis de se hâter. La Barbe Bleue se mit à crier si fort que toute la maison en trembla. La pauvre femme descendit et alla se jeter à ses pieds, tout éplorée et tout échevelée. Cela ne sert de rien, dit la Barbe Bleue, il faut mourir. Puis, prenant d'une main par les cheveux et de l'autre levant le coutelas en l'air, il allait lui abattre la tête. La pauvre femme, se tournant vers lui et le regardant avec des yeux mourants, le pria de lui donner un petit moment pour se recueillir. Non, non, dit-il, recommande-toi bien à Dieu. Et levant son bras, dans ce moment, on heurta si fort à la porte que la Barbe Bleue s'arrêta tout court. On ouvrit, et aussitôt on vit entrer deux cavaliers qui, mettant l'épée à la main, coururent droit à la Barbe Bleue. Il reconnut que c'étaient les frères de sa femme, l'un dragon et l'autre mousquetaire, de sorte qu'il s'enfuit aussitôt pour se sauver. Mais les deux frères le poursuivirent de si près qu'ils l'attrapèrent avant qu'il pût gagner le perron. Ils lui passèrent leur épée au travers du corps et le laissèrent mort. La pauvre femme était la pauvre femme était presque aussi morte que son mari et n'avait pas la force de se lever pour embrasser ses frères. Il se trouva que la Barbe Bleue n'avait point d'héritier, et qu'ainsi sa femme demeura maîtresse de tous ses biens. Elle en employa une partie à marier sa sœur Anne avec un jeune gentilhomme dont elle était aimée depuis longtemps, une autre partie à acheter des charges de capitaine à ses deux frères, et le reste à se marier elle-même à un fort honnête homme qui lui fit oublier le mauvais temps qu'elle avait passé avec la Barbe Bleue. Moralité. La curiosité, malgré tous ses attraits, coûte souvent bien des regrets. On en voit tous les jours 1000 exemples paraître. C'est, n'en déplaise au sexe, un plaisir bien léger. Dès qu'on le prend, il cesse d'être, et toujours il coûte trop cher. Autre moralité. Pour peu qu'on ait l'esprit sensé et que du monde on sache le grimoire, on voit bientôt que cette histoire est un conte du temps passé. Il n'est plus d'époux si terrible, ni qui demande l'impossible, fût-il malcontent et jaloux. Près de sa femme, on le voit filer doux, et de quelque couleur que sa barbe puisse être, on a peine à juger qui des deux est le maître. Voilà, c'est la Barbe Bleue. Donc ce qui est assez drôle, c'est encore une fois, c'est d'être assez violent en fait pour dire attention, la curiosité, mauvais défaut, vilain défaut. Et l'autre moralité, c'est de dire attendez, aujourd'hui, les hommes ou les maris sont pas forcément aussi terribles que ça, parce que souvent, dans le couple, la personne qui va tenir le caleçon, c'est pas forcément monsieur. Euh, c'est ça qui est très drôle d'ailleurs. Près de sa femme, on le voit filer doux, et de quelque couleur que sa barbe puisse être, on pourrait dire aujourd'hui, et de quelque couleur que sa culotte puisse être, on a peine à juger qui des deux est le maître. Bonsoir, grenouille en vadrouille. Donc c'est assez marrant puisque en fait tu es arrivé pile poil au moment où je vais lire un conte plutôt cool. Où je vais lire un conte sympa, c'est-à-dire que là tu es arrivé au moment où je terminais la Barbe Bleue. Tu as raté le gore. Oui, voilà. Clairement. Ouais, clairement. C'est-à-dire tu as raté le gore. Tu as raté le... Alors, le gore. Dans les deux frères, c'est violent, c'est du gore sans être du gore, c'est-à-dire que derrière, en fait, il y a des choses miraculeuses. Et puis, par contre, dans celui-ci, effectivement, on se rend compte qu'on a l'impression d'être dans un film d'horreur. Alors oui, ce soir aussi, la thématique, hein, pour celles et ceux qui nous ont rejoints, la thématique, c'est aussi les apparences sont souvent trompeuses. Pour moi, dans les deux frères,
On a ce jeu des apparences, hein, c'est-à-dire que, ben, effectivement, n'est pas la bonne personne qui a tué le dragon, que l'on croit, déjà d'une. Mais ce qui est intéressant aussi ah oui, c'était ça la référence aussi dont je voulais parler. Je trouve que le la vengeance d'un des 2 frères, en fait, ressemble beaucoup, 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 au comte de Monte Cristo quelque part, où il arrive à se venger du maréchal, enfin, je trouve ça génial. Bref et ici, effectivement, on se dit: «La Barbe Bleue, bah oui, il paraît finalement plutôt cool comme mec, plutôt cool comme mari, on va se marier avec lui. Oh, il est riche, il y a plein de trucs, enfin, c'est oh là là, c'est merveilleux». Ça fout la trouille, pas cool pour s'endormir. Alors, bah, justement, ce que je propose là maintenant, c'est une, belle histoire. C'est une belle histoire, et d'ailleurs, je suis très content d'ailleurs que Grenouille en vadrouille, tu sois là pile poil à ce moment-là. Parce que, je me suis dit: «Ça serait cool que Grenouille en vadrouille soit là, juste à ce moment-là pour Riquet à la houppe». Riquet à la houppe d'ailleurs fait référence pour moi beaucoup, à Hans mon hérisson que j'avais lu il y a 15 jours. Par contre Riquet à la houppe est 10 fois moins violent. Mais c'est une très belle histoire et pour s'endormir, moi je trouve que Riquet à la houppe, c'est parfait. Riquet à la houppe. Il était une fois une reine qui accoucha d'un fils si laid et si mal fait qu'on douta longtemps s'il avait forme humaine. Une fée qui se trouva à sa naissance assura qu'il ne laisserait pas d'être aimable parce qu'il aurait beaucoup d'esprit. Elle ajouta même qu'il pourrait, en vertu du don qu'elle venait de lui faire, donner autant d'esprit qu'elle en aurait à la personne qu'il aimerait le mieux. Tout cela consola un peu la pauvre reine qui était bien affligée d'avoir mis au monde un si vilain marmot. Il est vrai que cet enfant ne commença pas plus tôt à parler qu'il dit 1000 jolies choses et qu'il avait dans toutes ses actions je ne sais quoi de si spirituel qu'on en était charmé. J'oubliais de dire qu'il vint au monde avec une petite houppe de cheveux sur la tête, ce qui fit qu'on le nomma Riquet à la houppe, car Riquet était le nom de la famille. Au bout de 7 ou 8 ans, la reine d'un royaume voisin accoucha de 2 filles. La première qui vint au monde était plus belle que le jour. La reine en fut si aise qu'on appréhenda que la trop grande joie qu'elle en avait ne lui fit mal. J'ai pas trop compris la phrase, attendez, je vais la refaire. La reine en fut si aise qu'on appréhenda que la trop grande joie qu'elle en avait ne lui fit mal. D'accord, ok, c'est bon, j'ai compris, j'espère que vous aussi. La même fée qui avait assisté à la naissance du petit Riquet à la houppe était présente, et pour modérer la joie de la reine, elle lui déclara que cette petite princesse n'aurait point d'esprit, et qu'elle serait aussi stupide qu'elle était belle. Cela mortifia beaucoup la reine, mais elle eut quelques moments après un bien plus grand chagrin, car la seconde fille dont elle accoucha se trouva extrêmement laide. Ne vous affligez point tant, madame, lui dit la fée. Votre fille sera récompensée d'ailleurs, et elle aura tant d'esprit qu'on ne s'apercevra presque pas qu'il lui manque de la beauté. Dieu le veuille, répondit la reine, mais n'y aurait-il point moyen de faire avoir un peu d'esprit à l'aînée qui est si belle? Je ne puis rien pour elle, madame, du côté de l'esprit, lui dit la fée, mais je puis tout de même du côté de la beauté. Et comme il n'y a rien que je ne veuille faire pour votre satisfaction, je vais lui donner pour don de pouvoir rendre beau ou belle la personne qui lui plaira. À mesure que ces 2 princesses devinrent grandes, leur perfection crurent aussi avec elles, et on ne parlait partout que de la beauté de l'aînée et de l'esprit de la cadette. Il est vrai aussi que leurs défauts augmentèrent beaucoup avec l'âge. La cadette enlaidissait à vue d'œil et l'aînée devenait plus stupide de... Pardon, excusez-moi, ça me fait trop rire en fait. Et l'aînée devenait plus stupide de jour en jour. Ou elle ne répondait rien à ce qu'on lui demandait, ou elle disait une sottise. Elle était avec cela si maladroite qu'elle n'eût pu ranger 4 porcelaines sur le bord d'une cheminée sans en casser une, ni boire un verre d'eau sans en répandre la moitié sur ses habits. Quoique la beauté soit un grand avantage dans une jeune personne, cependant la cadette l'emportait presque toujours sur son aînée dans toutes les compagnies. D'abord, on allait du côté de la plus belle pour la voir et pour l'admirer. Mais bientôt après, on allait à celle qui avait le plus d'esprit pour lui entendre dire 1000 choses agréables. Et on était étonné qu'en moins d'un quart d'heure, l'aînée n'avait plus personne auprès d'elle, et que tout le monde s'était rangé autour de la cadette.
L'aîné, quoique fort stupide, le remarqua bien, et elle lui donnait sans regret toute sa beauté pour avoir la moitié de l'esprit de sa sœur. La reine, toute sage qu'elle était, ne put s'empêcher de lui reprocher plusieurs fois sa bêtise, ce qui pensa faire mourir de douleur cette pauvre princesse. Un jour qu'elle s'était retirée dans un bois pour y plaindre son malheur, elle vit venir à elle un petit homme fort laid et fort désagréable, mais vêtu très magnifiquement. C'était le jeune prince Riquet à la houppe, qui étant devenu amoureux d'elle sur ses portraits qui couraient par tout le monde, avait quitté le royaume de son père pour avoir le plaisir de la voir et de lui parler. Ravi de la rencontrer ainsi toute seule, il l'aborde avec tout le respect et toute la politesse imaginable. Ayant remarqué, après à lui avoir fait les compliments ordinaires, qu'elle était fort mélancolique, il lui dit: Je ne comprends point, madame, comment une personne aussi belle que vous l'êtes peut être aussi triste que vous le paraissez. Car, quoique je puisse me vanter d'avoir vu une infinité de belles personnes, je puis dire que je n'en ai jamais vu dont la beauté approche de la vôtre. Cela vous plaît à dire, monsieur, lui répondit la princesse, et en demeure là. La beauté, reprit Riquet à la houppe, est un si grand avantage qu'il doit tenir lieu de tout le reste. Et quand on le possède, je ne vois pas qu'il y ait rien qui puisse nous affliger beaucoup. J'aimerais mieux, dit la princesse, être aussi laide que vous et avoir de l'esprit que d'avoir de la beauté comme j'en ai et être bête autant que je le suis. Il n'y a rien, madame, qui marque davantage qu'on a de l'esprit, que de croire ne pas en avoir. Et il est de la nature de ce bien-là que plus on en a, plus on croit en manquer. Je ne sais pas cela, dit la princesse, mais je sais bien que je suis fort bête, et c'est de là que vient le chagrin qui me tue. Si ce n'est que cela, madame, qui vous afflige, je puis aisément mettre fin à votre douleur. Et comment ferez-vous dit la princesse. J'ai le pouvoir, madame, dit Riquet à la houppe, de donner de l'esprit autant qu'on en saurait avoir la personne que je dois aimer le plus. Et comme vous êtes, madame, cette personne, il ne tiendra qu'à vous que vous n'ayez autant d'esprit qu'on en peut avoir, pourvu que vous vouliez bien m'épouser. La princesse demeura tout interdite et ne répondit rien. Je vois, reprit Riquet à la houppe, que cette proposition vous fait de la peine, et je ne m'en étonne pas. Mais je vous donne un an tout entier pour vous y résoudre. La princesse avait si peu d'esprit et en même temps une si grande envie d'en avoir qu'elle s'imagina que la fin de cette année ne viendrait jamais, de sorte qu'elle accepta la proposition qui lui était faite. Elle n'eut pas, elle n'eut pas plutôt promis à Riquet à la houppe qu'elle l'épouserait dans un an à pareil jour, qu'elle se sentit tout autre qu'elle n'était auparavant. Elle se trouva une facilité incroyable à dire tout ce qui lui plaisait, et à le dire d'une manière fine, aisée et naturelle. Elle commença dès ce moment une conversation galante et soutenue avec Riquet à la houppe, où elle brilla d'une telle force que Riquet à la houppe crut lui avoir donné plus d'esprit qu'il ne s'en était réservé pour lui-même. Quand elle fut retournée au palais, toute la cour ne savait que penser d'un changement si subit et si extraordinaire, car autant qu'on lui avait ouï dire d'impertinence auparavant, autant lui entendait-on dire des choses bien sensées et infiniment spirituelles. Toute la cour en eut une joie qui ne se peut imaginer. Il n'y eut que sa cadette qui n'en fut pas bien aise parce que, n'ayant plus sur son aîné l'avantage de l'esprit, elle ne paraissait plus auprès d'elle qu'une guenon fort désagréable. Le roi se conduisait par ses avis et allait même quelquefois tenir le conseil dans son appartement. Le bruit de ce changement s'étant répandu, tous les jeunes princes des royaumes voisins firent leurs efforts pour s'en faire aimer, et presque tous la demandèrent en mariage. Mais elle n'en trouvait point qui eût assez d'esprit, et elle les écoutait tous sans s'engager à un pas d'eux. Cependant, il en vint un si puissant, si riche, si spirituel et si bien fait, qu'elle ne put s'empêcher d'avoir de la bonne volonté pour lui. Son père, s'en étant aperçu, lui dit qu'il la faisait la maîtresse sur le choix d'un époux, et qu'elle n'avait qu'à se déclarer. Comme plus on a d'esprit et plus on a de peine à prendre une ferme résolution sur cette affaire, elle demanda, après avoir remercié son père, qu'il lui donnât du temps pour y penser. Elle alla par hasard se promener dans le même bois où elle avait trouvé Riquet à la houppe pour rêver plus commodément à ce qu'elle avait à faire.
Dans le temps qu'elle se promenait, rêvant profondément, elle entendit un bruit sourd sous ses pieds, comme de plusieurs personnes qui vont et viennent et qui agissent. Ayant prêté l'oreille plus attentivement, elle ouït que l'un disait: Apporte-moi cette marmite. L'autre: Donne-moi cette chaudière. L'autre: Mets du bois dans ce feu. La terre s'ouvrit dans le même temps, et elle vit sous ses pieds comme une grande cuisine pleine de cuisiniers, de marmitons et de toutes sortes d'officiers nécessaires pour faire un festin magnifique. Il en sortit une bande de 20 ou 30 rôtisseurs qui allèrent se camper dans une allée du bois autour d'une table fort longue, et qui, tous, la lardoire à la main et la queue de renard sur l'oreille, se mirent à travailler en cadence au son d'une chanson harmonieuse. La princesse, étonnée de ce spectacle, leur demanda pour qui ils travaillaient. C'est, madame, lui répondit le plus apparent de la bande, pour le prince Riquet à la houppe, dont les noces se feront demain. La princesse, encore plus surprise qu'elle ne l'avait été, et se ressouvenant tout à coup qu'il y avait un an qu'à pareil jour elle avait promis d'épouser le prince Riquet à la houppe, elle pensa tomber de son haut. Ce qui faisait qu'elle ne s'en souvenait pas, c'est que, quand elle fit cette promesse, elle était une bête, et qu'en prenant le nouvel esprit que le prince lui avait donné, elle avait oublié toutes ses sottises. Elle n'eut pas fait 30 pas en continuant sa promenade que Riquet à la houppe se présenta à elle, brave, magnifique, et comme un prince qui va se marier. Vous me voyez, dit-il, madame, exact à tenir ma parole, et je ne doute point que vous ne veniez ici pour exécuter la vôtre, et me rendre en me donnant la main le plus heureux de tous les hommes. Je vous avouerai franchement, répondit la princesse, que je n'ai pas encore pris ma résolution là-dessus, et que je ne crois pas pouvoir jamais la prendre telle que vous la souhaitez. Vous m'étonnez, madame, lui dit Riquet à la houppe. Je le crois, dit la princesse, et assurément, si j'avais affaire à un brutal, à un homme sans esprit, je me trouverais bien embarrassé. Une princesse n'a que sa parole, me dirait-il, et il faut que vous m'épousiez puisque vous me l'avez promis. Mais comme celui à qui je parle est l'homme du monde qui a le plus d'esprit, je suis sûr qu'il entendra raison. Vous savez que, quand je n'étais qu'une bête, je ne pouvais néanmoins me résoudre à vous épouser. Comment voulez-vous qu'ayant l'esprit que vous m'avez donné, qui me rend encore plus difficile en gens que je n'étais, je prenne aujourd'hui une résolution que je n'ai pu prendre dans ce temps-là? Si vous pensiez tout de bon à m'épouser, vous avez eu grand tort de m'ôter ma bêtise, de me faire voir plus clair que je ne voyais. Si un homme sans esprit, répondit Riquet à la houppe, si un homme sans esprit serait bien reçu, comme vous venez de le dire, à vous reprocher votre manque de parole, pourquoi voulez-vous, madame, que je n'en use pas de même, dans une chose où il y va de tout le bonheur de ma vie? Est-il raisonnable que les personnes qui ont de l'esprit soient d'une pire condition que ceux qui n'en ont pas? Le pouvez-vous prétendre, vous qui en avez tant, et qui avez tant souhaité d'en avoir? Mais venons-en au fait, s'il vous plaît. À la réserve de ma laideur, y a-t-il quelque chose en moi qui vous déplaise? Êtes-vous malcontente de ma naissance, de mon esprit, de mon humeur et de mes manières? Nullement, répondit la princesse. J'aime en vous tout ce que vous venez de me dire. Si cela est ainsi, reprit Riquet à la houppe, je vais être heureux, puisque vous pouvez me rendre le plus aimable de tous les hommes. Mais comment cela se peut-il faire? Lui dit la princesse. Cela se fera, répondit Riquet à la houppe, si vous m'aimez assez pour souhaiter que cela soit. Et afin, madame, que vous n'en doutiez pas, sachez que la même fée qui, au jour de ma naissance, me fit le don de pouvoir rendre spirituelle la personne qu'il me plairait, vous a aussi fait le don de pouvoir rendre beau celui que vous aimerez, et à qui vous voudrez bien faire cette faveur. Ah, si la chose est ainsi, dit la princesse, je souhaite de tout mon cœur que vous deveniez le prince du monde le plus beau et le plus aimable, et je vous en fais le don autant qu'il en est en moi. La princesse n'eut pas plutôt prononcé ces paroles que Riquet à la houppe parut à ses yeux l'homme du monde le plus beau, le mieux fait et le plus aimable qu'elle eût jamais vu. Quelques-uns assurent que ce ne furent point les charmes de la fée qui opérèrent, mais que l'amour seul fit cette métamorphose. Ils disent que la princesse, ayant fait réflexion sur la persévérance de son amant, sur sa discrétion et sur toutes les bonnes qualités de son âme et de son esprit, ne vit plus la difformité de son corps, ni la laideur de son visage, que sa bosse ne lui sembla plus que le bon air d'un homme qui fait le gros dos, et qu'au lieu que jusqu'alors elle l'avait vu boiter effroyablement, elle ne lui trouva plus qu'un certain air penché qui la charmait. Ils disent encore que ses yeux, qui étaient louches, ne lui en parurent que plus brillants, que leur dérèglement passa dans son esprit pour la marque d'un violent excès d'amour,
et qu'enfin son gros nez rouge eut pour elle quelque chose de martial et d'héroïque. Quoi qu'il en soit, la princesse lui promit sur-le-champ de l'épouser, pourvu qu'il en obtint le consentement du roi son père. Le roi, ayant su que sa fille avait beaucoup d'estime pour Riquet à la houppe, qu'il connaissait d'ailleurs pour un prince très spirituel et très sage, le reçut avec plaisir pour son gendre. Dès le lendemain, les noces furent faites, ainsi que Riquet à la houppe l'avait prévu, et selon les ordres qu'il en avait donnés longtemps auparavant. Moralité. Ce que l'on voit dans cet écrit est moins un conte en l'air que la vérité même. Tout est beau dans ce que l'on aime, tout ce qu'on aime a de l'esprit. Je reprends, excusez-moi. Tout ce que l'on voit dans cet écrit est moins un conte en l'air que la vérité même. Tout est beau dans ce que l'on aime, et tout ce qu'on aime a de l'esprit. Autre moralité, dans un objet où la nature aura mis de beaux traits, et la vive peinture d'un teint où jamais l'art ne saurait arriver, tous ces dons pourront moins pour rendre un cœur sensible qu'un seul agrément invisible que l'amour y fera trouver. Je vais la refaire encore un petit coup. Dans un objet où la nature aura mis de beaux traits, et la vive peinture d'un teint où jamais l'art ne saurait arriver, tous ces dons pourront moins pour rendre un cœur sensible qu'un seul agrément invisible que l'amour y fera trouver. Voilà. Donc voilà, donc c'est Riquet à la houppe. Du coup que j'adore parce que en fait, bon alors après effectivement c'est comment dire, on prend comment dire, on prend des traits très grossiers etc. Mais je trouve que justement en fait on parle de quoi? On parle de nos failles. On parle de oui, ce qu'on appelle les défauts. Moi j'aime pas ce mot-là. Les défauts de quelqu'un. En fait, les défauts de quelqu'un sont les amours d'un autre, hein, donc en fait, moi, ce qui m'impressionne, en fait, dans ce conte-là, en fait, dans ce que j'aime beaucoup dans ce conte, en fait, il est d'une telle bienveillance. C'est, c'est une telle bienveillance. C'est-à-dire qu'en fait, c'est deux personnes qui se rencontrent, qui finalement, aux yeux du monde entier, en fait, ben, ont de tels défauts qu'ils sont visibles et que on saura toujours reconnaître vos qualités. Vous avez des qualités, bah, certes, effectivement, les personnes qui ne s'arrêtent qu'aux apparences, c'est pour ça que ce soir, j'avais envie de parler un peu des apparences qui sont souvent trompeuses. Et que du coup, en fait, là, je reprends ce que Grenouille en Vadrouille disait, bah, vive les lunettes. Ouais, c'est ça, c'est à un moment donné, c'est que chacun mette des lunettes et regarde vraiment ce qu'il y a chez l'autre, en fait. Et découvrir enfin ce qui se cache de beau chez chacun d'entre nous. On peut avoir toutes les failles, on peut avoir tous les défauts du monde. Euh, Il y aura toujours quelqu'un en fait pour vous aimer comme vous êtes. Et ce que vous êtes et comment vous êtes. Pour moi, il y a beaucoup d'espoir. En fait, je pense que au lieu de faire rêver, je pense les enfants avec ils se marièrent et vécurent ensemble et eurent beaucoup d'enfants, etc., etc., etc. Tout ce qu'on retrouve en fait dans ces contes-là. Je pense que un des premiers contes, peut-être qu'on devrait lire aux enfants, devrait être celui-ci en fait. Au final, ouais, on devrait lire ce genre de contes aux enfants pour leur dire, tu sais, c'est pas parce que tu as ça ou que tu as ça, c'est pas parce que tu as un handicap, c'est pas parce que tu as une maladie, c'est pas parce que personne t'aimera en fait. Ce qui est pas évident, c'est que souvent en société, on doit utiliser de faux semblants, de faux fuyants pour paraître. Et alors qu'en fait, il y a rien de plus beau qu'une personne vraie, sincère et sans tout ce voilà, après il y a des personnes qui sont, ben, parfois qui se sentent aussi obligées de mettre un espèce de masque et puis de grand habit, qui masque ce qu'elles sont parce que, bah, du coup, voilà, en fonction de leur vécu, en fonction de ce qu'on leur a envoyé dans la tronche aussi, hein, en fonction aussi des épreuves aussi que ces personnes-là ont vécues. Mais en tout cas, de découvrir une personne telle qu'elle est, vraie, euh, en étant de toute manière authentique et sincère,
Je pense sincèrement, mais ça n'est que mon analyse. Encore une fois, tout ce que je dis dans mon stream, dans mon live, et dans ce que j'ai envie de partager avec vous, parce que j'adore partager ces moments-là avec vous. Je pense que dans le meilleur des cas, plus vous êtes authentique et sincère, et plus il vous arrivera de belles choses en fait. Et ce que j'aime beaucoup dans le conte aussi, ce qui est super intéressant, moi ce que j'adore, parce que bon après ça c'est plus aussi une analyse par rapport à du vécu personnel, mais c'est vrai que plus on converse avec quelqu'un, plus on va aller en profondeur dans les conversations. Et ce que j'aime bien, c'est que justement, les conversations, bon, il n'y en a pas tout un roman, hein, ça reste un conte, mais il y a une vraie conversation entre Riquet et justement la princesse. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça converse, et en fait, finalement, cette conversation est en train de modifier finalement les deux. C'est-à-dire qu'il y a une première conversation entre je partage avec toi mon intelligence, donc la princesse oublie, et ensuite la princesse, bah, se rappelle un petit peu à son beau souvenir avec un truc un peu merveilleux. Là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui apparaît avec des marmitons, etc. Bref, avec des cuisiniers, voilà, pour célébrer le festin du mariage et tout. Et finalement, bah, à force de conversation, parce que là, c'est une conversation d'esprit à esprit, puisque la princesse est devenue plus intelligente, et bien là, en fait, bah, du coup, Riquet, justement, doit charmer par la conversation et convaincre en étant, enfin, moi j'ai fait un peu énervé tout à l'heure à la lecture, mais parce que je pense qu'effectivement, il y a un moment donné, c'est de dire: «Attends, tu vas pas manquer à ta parole, tu me l'as donnée». Moi, à mon sens, c'est la conversation avec la princesse où la princesse commence à se dire: «Mais il a de l'esprit, il est intelligent» et cetera, et par la conversation, en fait, on voit la beauté chez l'autre et cette beauté-là est en train de remplacer tout le reste. Donc le regard de l'autre se modifie et ce regard-là, bah, c'est l'amour. C'est dans les échanges, en fait. C'est dans les échanges où aussi il va y avoir déjà quelque chose qui se construit, où on va découvrir l'autre, on va découvrir des points de détail, on va poser des questions pour se rassurer, on va essayer de tâter le terrain aussi pour voir où en est la personne, tu vois, dans sa vie. Et finalement, on va se rendre compte que du coup, bah, plus la conversation avance et plus on se dit: «Toi, tu m'intéresses. Toi, il y a un truc en toi que j'aime beaucoup. Donc j'ai envie de creuser». Et puis c'est vrai que ça va se creuser jusqu'à ce que, voilà, pour les enfants, je donne pas de détails. Ce qui est intéressant aussi dans le conte, c'est qu'à un moment donné, la princesse, elle devient belle, elle devient intelligente, ça y est, elle se fait draguer par tout le monde. Parce que, bah, alors c'est ça qui est terrible pour Riquet, parce qu'elle commence à avoir toutes les qualités, tout le monde la drague, elle oublie complètement Riquet. Et ce qui peut se passer parfois, et ce qui est totalement injuste, c'est... enfin, injuste. Non, je ne devrais pas dire ça, c'est la vie. Mais en fait, finalement, les qualités dans lesquelles, en fait, comment dire, un couple va s'alimenter. Ces qualités-là vont faire que l'autre aussi va franchir d'autres étapes, va avancer, etc. Et là, il faut un lâcher prise de ouf. Il faut un lâcher prise de fou parce qu'effectivement, cette personne, bah, peut-être aussi, va se dire: «Bah, voilà, j'ai une étape dans ma vie, mais du coup, ça m'a fait ouvrir les yeux sur autre chose, donc je vais peut-être aller voir autre chose, découvrir d'autres choses, faire d'autres expériences». Et le couple va peut-être se déliter du coup. En amour, il y a toujours une grosse part de risque. Donc il y a le risque aussi, bah, justement, et je trouve que cette part de risque, elle est quand même, elle est quand même vachement bien écrite, je trouve, dans le conte de Perrault. Ouais, un an d'attente. Un an d'attente, et de se dire, je peux me faire damer le pion, parce que la nana, maintenant, elle est au top. Par contre, elle m'a donné sa parole. Et c'est compliqué, hein. Mais c'est marrant, j'ai l'impression de lire aussi pendant un an, c'est un an d'expérience que l'on fait aussi. Peut-être, je sais pas. Il y en a bien qui se retrouvent au bout de 10 ans. Voilà, voilà. Bah écoutez, mes chers amis, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi le chat conteur pour ce soir. J'espère que cette session vous a plu. Donc, du coup, cette semaine, restez bien à l'affût sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à clocher, à commenter, à liker aussi si ce que vous écoutez vous plaît, si vous aimez bien mes petites digressions. Voilà, n'hésitez pas à commenter. C'est toujours très enrichissant aussi de commenter, enfin voilà, d'échanger aussi avec des personnes bah, que je connais pas. Et d'avoir un petit peu vos avis aussi. C'est toujours intéressant, toujours bon à apprendre. Ah bah en tout cas, très bonne soirée à vous. Merci encore Van Drake d'avoir été là pour la modération. Merci à tous d'avoir suivi le chat compteur ce soir. Merci à JB Bornier, merci à Grenouille en vadrouille, donc à ceux que je connais. Ceux que je ne connais pas aussi, merci d'avoir suivi le chat compteur. Et je vous dis à la semaine prochaine et soyez à l'affût de chat compteur du soir sur YouTube.
Merci, à bientôt, je vous embrasse très fort. Ciao, ciao.